Oui, bonjour. On vous entend. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer? Oh oui, vous pouvez commencer en attendant que votre occasion-là avance. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous Donc allons... là, on a 84. Comment? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? D'accord, ok. Donc, on va voir aujourd'hui une pathologie fonctionnelle assez fréquente qu'on appelle la dyspepsie fonctionnelle. C'est un motif de consultation très fréquent concernant aussi bien des généralistes que des médecins, bien sûr, spécialistes. Dans un tiers des cas, donc, il faut faire la part des choses entre la dyspepsie organique, c'est-à-dire que là, il y a une anomalie. Donc, il faut faire la part des choses, je vous ai dit, entre la dyspepsie organique, qui est dans un tiers des cas et qui doit constituer un diagnostic d'élimination de la dyspepsie et la dyspepsie fonctionnelle, qui est bien sûr la plus fréquente. Je vous ai dit que ça concernait aussi bien le généraliste que, bien sûr, le spécialiste. Souvent, c'est un véritable problème de santé. Souvent, il y a une automédication. Donc, généralement, ce qu'il faudrait aussi, bien sûr, remarquer, c'est que la dyspepsie ne nécessite pas, si vous voulez, fonctionnel, ça doit constituer un diagnostic d'élimination et donc le plus souvent, on n'explore pas le patient, sauf s'il y a bien sûr des signes de gravité. Et sur le plan, je vous enregistre les diapos, hein, d'accord, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, un autre intérêt, c'est que, bien sûr, les explorations, donc il y a un développement des explorations, mais qui ne sont pas de façon systématique. Et également, il y a aussi de nouvelles perspectives sur le plan thérapeutique. Sur le plan, on va commencer d'abord par une définition. Donc, sur le plan étymologiquement, ça veut dire une mauvaise digestion. Et sur le plan nosologique, elle fait partie des troubles fonctionnels du tube digestif, notamment ce qu'on appelle le syndrome irritable, les histoires de colopathie fonctionnelle. Donc, on parle de fonctionnel, ça veut dire qu'il n'existe aucune anomalie structurale, générale ou métabolique. Bien sûr, depuis 1968, il y a eu beaucoup de classifications, jusqu'à la dernière en 2018, bien sûr, c'est la classification ROM4. Donc, les classifications, bien sûr, sont nombreuses et donc ça témoigne, bien sûr, de la complexité de la physiopathe de cette dernière. Donc, je vous ai gardé uniquement la classification de ROM4 2018. Celle-ci, bien sûr, permet d'identifier les critères de diagnostic de la dyspepsie fonctionnelle. Donc, ça veut dire que c'est un patient qui doit avoir au moins un de ces symptômes, à savoir une satiété précoce, c'est-à-dire ils se sont rapidement, bien sûr, d'accord. Donc, il y a une satiété précoce, les douleurs épigastriques ou les brûlures. En sachant bien sûr, en absence, tout ceci évolue en absence de pathologie organique, c'est-à-dire que le plus souvent, la fibroscopie est normale. C'est bien sûr cette entité, on distingue deux sous-groupes. Vous avez le syndrome d'inconfort postprandial et bien sûr le syndrome douloureux épigastrique. Il faut savoir que ces symptômes évoluent depuis 3 mois consécutifs sur une durée au moins au cours des 6 derniers mois. Donc, je pense que là, c'est assez clair. Ce sont des symptômes que, bien sûr, la majorité de la population, bien sûr, on les ressent. Donc, pardon. Bien, Maria, dépêche-toi. Ouais. Il
faut noter que dans ces dyspepsies fonctionnelles, vous avez deux types de dyspepsie fonctionnelle. Il y a le syndrome de dyspepsie postprandiale, c'est-à-dire la sensation de plénitude postprandiale qui est gênante après un repas de volume normal, qui se répète plusieurs fois par semaine. Vous avez aussi ce que l'on appelle, donc tout ce syndrome-là regroupe bien sûr ces symptômes. Vous avez la plénitude postprandiale, la satiété précoce, empêchant bien sûr de terminer un repas, et toujours c'est des symptômes qui se répètent plusieurs fois dans la semaine. Et les critères en faveur, il y a cette sensation de ballonnement épigastrique, des nausées postprandiales, des éructations, pouvant ou non s'associer à un syndrome douloureux épigastrique. À côté du syndrome de dyspepsie postprandiale, vous avez le syndrome douloureux épigastrique. C'est généralement des douleurs ou des brûlures épigastriques qui surviennent au moins une fois par semaine. C'est une douleur qui est intermittente. Elle est généralement, elle n'est pas diffuse, elle est localisée. Elle n'est pas soulagée par la défécation ou les gaz et c'est une douleur qui n'est pas biliaire. Les critères en faveur, vous avez la brûlure non rétrosternale, induite ou soulagée par le repas, pouvant même, bien sûr, survenir à jeun. Et à noter, bon, cette distinction, c'est vrai que là, on fait la part des choses entre les deux syndromes, mais en pratique, ces derniers peuvent être, bien sûr, associés. Et à ce moment-là, il est important de déterminer quel est le symptôme prédominant. Le problème de ces classifications, qu'est-ce qu'on leur reproche, c'est que, bien sûr, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire vraiment souvent. Les deux syndromes sont, si vous voulez, il y a un chevauchement, ils sont associés. Il y a la douleur, il y a le syndrome, et ça, on le voit dans 24% des cas. C'est-à-dire dans 36%, vous avez le syndrome douloureux épigastrique qui est bien identifié. Dans 40%, vous avez le syndrome donc de postprandial. Mais bien sûr, dans 24% des cas, cette distinction n'est pas facile en pratique et on parlera ce qu'on appelle un chevauchement ou ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire une association des deux syndrome dyspepsique. D'autre part aussi, ce que nous reprochons à cette classification, c'est qu'elle ne permet pas de faire la part des choses entre le syndrome de l'intestin, c'est-à-dire c'est pas qu'elle permet pas de faire la part des choses, c'est-à-dire souvent les deux troubles fonctionnels sont associés. C'est-à-dire à côté de la dyspepsie, vous avez aussi le syndrome de l'intestin irritable. Et là, bien sûr, ces classifications, on voit bien, bon, je vous ai pris uniquement la plus récente, elle n'inclut pas ces troubles-là, c'est-à-dire les overlap syndromes, aussi bien entre le syndrome douloureux et le syndrome postprandial, d'une part, et d'autre part aussi, quand vous avez aussi des troubles fonctionnels associés intéressant le côlon, c'est-à-dire ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle ou l'intestin irritable. Sur le plan physiopathologie, donc là, cette dernière, elle est complexe. Vous voyez très bien qu'il y a bien sûr l'implication de plusieurs facteurs. Donc, vous avez, premièrement, il y a des troubles de la motricité gastrique, c'est-à-dire on a le fundus. Donc là, je vous ai schématisé la complexité, bien sûr, de la physiopathe, c'est-à-dire à côté des troubles moteurs, c'est-à-dire c'est un estomac qui ne se relâche pas. C'est comme ça qu'il y a une anomalie aussi bien au niveau de la relaxation fundique. À côté de ça, il y a aussi une hypersensibilité. Il y a une hypersensibilité duodénale. Il y a des troubles de la sensitivité duodénale. À côté de ça, il y a aussi autre chose, c'est l'inflammation. Il y a aussi une anomalie au niveau du microbiote intestinal. Donc, automatiquement, il va y avoir de l'inflammation. Il y a le rôle de certaines, bien sûr, infections, notamment essentiellement le rôle de l'Helicobacter pylori, l'hyperacidité. Vous avez aussi le rôle du régime alimentaire, quand c'est un régime alimentaire qui est bien sûr mal équilibré. Et bien sûr, comme on sait tous, c'est que tout ceci, bien sûr, est bien sûr réglé par un système nerveux central. Donc, c'est ce qui explique aussi un état d'anxiété, aussi de dépression et également peuvent être bien sûr intervenir. Pourquoi j'ai fait cette plaque, c'est que pour pouvoir
comprendre, si vous voulez, c'est pour cela on pourra comprendre les perspectives, si vous voulez, thérapeutiques. On va essayer, sur le plan traitement, on va agir en se basant essentiellement sur cette base cette base physiopathologique. Là aussi, c'est juste pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, vous voyez bien l'évolution depuis 1950 à 2016 et ça continue encore à se développer. Donc, il y a les troubles de la motricité, il y a l'hypersensibilité viscérale, l'interaction du système nerveux extrinsèque et enfin, il y a aussi le facteur génétique, il y a l'inflammation, le rôle aussi du microbiote. Donc, vous voyez, ces petits symptômes qu'ont presque toute la population, c'est assez complexe. Maintenant, l'étude clinique. Cette dernière est caractérisée par une multiplicité, c'est-à-dire il y a une variabilité, ça survient bien sûr sur un terrain psychologique particulier, associant les signes suivants. Vous avez d'abord la douleur épigastrique ou les épigastralgies, typique quand vous avez le syndrome douloureux de type ulcéreux, c'est-à-dire que ce sont des épigastralgies, bien sûr, qui sont soulagées par un repas. Vous avez les douleurs, cette fois-ci, atypiques. Donc, c'est des douleurs atypiques, c'est-à-dire que c'est des douleurs il n'y a pas la rythmicité par rapport au repas et il n'y a pas aussi la périodicité qu'on retrouve généralement dans, bien sûr, la douleur typique de la maladie ulcéreuse. Donc, ceci veut dire que toute douleur épigastrique, qu'elle soit typique ou atypique, pensez à la dyspepsie, mais ça doit aussi toujours constituer un diagnostic d'élimination. Enfin, vous avez aussi l'inconfort abdominal, la gêne épigastrique c'est une gêne épigastrique qui est généralement douloureuse et qui est aggravée par l'alimentation. Il y a aussi la plénitude épigastrique, c'est-à-dire on a l'impression qu'il persiste toujours des aliments dans l'estomac après les repas. Il y a une mauvaise digestion. Et enfin, vous avez aussi la satiété précoce, du fait qu'il y a une distension, c'est-à-dire qu'il y a une distension gastrique, on avait parlé tout à l'heure, qu'il y avait aussi une anomalie au niveau de la relaxation phendique pour cette distension gastrique, même pour une petite quantité d'aliments. Peuvent s'associer aussi les ballonnements, un ballonnement épigastrique, donc il y a une sensation de lourdeur localisée, généralement de l'épigastrique. C'est à différencier un ballonnement épigastrique, ça ne veut pas dire une distension abdominale. Là, c'est vraiment une tension qu'on sent bien localisée au niveau de la région de l'épigastre. À ceci peut s'associer aussi des nausées, des vomissements, ainsi que bien sûr des éructations. Les points communs à ces symptômes, c'est très important à reconnaître, c'est leur survenue en postprandial, le caractère durable, permanent ou intermittent. Ces symptômes, bien sûr, peuvent être isolés, mais le plus souvent, c'est des symptômes qui sont associés. Les signes d'alarme. Il est impératif pour tout étudiant de reconnaître les signes d'alarme. Ces derniers sont les suivants. Vous avez des patients âgés plus de la cinquantaine, la présence d'une hémorragie digestive, un amaigrissement plus de 10%, une anorexie, des vomissements persistants, la dysphagie ou l'odynophagie. Ce qu'il ne faut pas aussi omettre, la recherche aussi de troubles psychiatriques font partie aussi des signes d'alarme. Il y a aussi sur le plan anamnestique, on doit rechercher s'il y a des antécédents personnels ou familiaux de cancer du tube digestif supérieur, des antécédents de chirurgie gastrique, des antécédents bien sûr d'ulcères peptiques. Donc, ces signes d'alarme, donc je les ai mis dans une diapo à part parce que c'est très important de les individualiser. Parce que là, est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que ça veut dire une odynophagie ? Très bien, voilà, c'était une douleur à la déglution. Très bien, vous avez tous sauté, je vous remercie. Donc, tout le monde a compris que c'était une douleur à la déglutition. Et donc là, si vous voulez, à chaque fois que vous êtes devant ces signes-là d'alarme, vous devez faire attention et donc vous devez, si vous voulez, vous inquiéter et pousser encore vos explorations. Je ne dois pas donner juste un traitement symptomatique et dire, bon, c'est juste du fonctionnel. C'est ça, si vous voulez, le message de cette diapo.
ces explorations fonctionnelles, c'est bien sûr d'étudier la vidange gastrique. On avait parlé tout à l'heure qu'il pouvait avoir un problème au niveau, il y a une anomalie au niveau de la relaxation phendique. Et pour cela, on va s'aider d'une étude scintigraphique ou à l'acide, bien sûr, octéanoïque marqué au C13, voire même une étude électrogastrographique. Quant à la relaxation aussi, il y a des éléments aussi. La relaxation gastrique, on peut aussi l'étudier par une scintigraphie, une échographie. Vous pouvez étudier la sensibilité gastrique par la perfusion d'acide ou de lipides, dont le duodénum, pour évaluer l'hyperacidité duodénale. Maintenant, d'autres, bien sûr, explorations peuvent être, bien sûr, demandées, notamment, bien sûr, les hormones, évaluer la sécrétion gastrique acide. Et ça se fait surtout dans des centres spécialisés. Et je vous ai dit, je le répète encore, ce ne sont pas des explorations qui vont être demandées de façon systématique devant un trouble dyspepsique. Donc, devant une dyspepsie, les examens à faire en première intention, ça serait l'endoscopie, le dépistage, bien sûr, de l'Helicobacter pylori et l'évaluation psychométrique. Les explorations que j'ai citées ultérieurement sont uniquement réservées, elles sont pas disponibles chez nous, elles sont surtout réservées en cas d'échec d'un traitement médical dans des formes sévères et bien sûr réfractaires. Là, bien sûr, ce qu'il faudrait aussi savoir sur le plan clinique, donc on a éliminé donc à l'interrogatoire, donc on voit l'âge, la profession, les conditions socio-économiques. Il faut éliminer aussi les signes négatifs, c'est-à-dire il faut qu'il n'y ait pas de reflux ni des troubles, bien sûr, du transit, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des modifications de l'aspect, bien sûr, des selles. C'est pour cela que les stratégies, si vous voulez, diagnostiques, c'est-à-dire comment on doit agir devant, bien sûr, les troubles dyspepsiques, elles sont nombreuses. Et là, bien sûr, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Et on a remarqué que ces stratégies ont été surtout bien affinées depuis la découverte et le rôle de l'Helicobacter pylori. Il faut noter que ces dernières, c'est-à-dire ces stratégies, elles sont variables d'un pays à l'autre. Et là, ça dépendra du coup de la disponibilité des explorations. Il faudrait voir aussi le statut de l'HP, c'est-à-dire de l'Helicobacter pylori dans la population algérienne, puisqu'on est en Algérie, les habitudes thérapeutiques, et bien sûr aussi ce qu'il faut analyser, c'est la prévalence des lésions néoplasiques. C'est-à-dire que là, la démarche diagnostique va être, si vous voulez, soit on va être agressif, soit on va être un peu moins, et ça dépendra, je l'ai dit, je répète encore, donc je vous ai dit, ça dépendra de la disponibilité, surtout le statut HP dans la population, et bien sûr la prévalence des lésions néoplasiques. C'est pour cela que vous avez 4 stratégies diagnostiques. Soit de faire une fibroscopie de première intention devant tout trouble dyspeptique, et ça, ses avantages et ses inconvénients. Soit il faudrait d'abord tester les patients, c'est-à-dire HP, et ensuite traiter. Sinon tester, et en fonction de ce dernier, faire une endoscopie. Nous allons les voir bien sûr chacune séparément pour pouvoir me suivre. Soit la dernière éventualité, c'est-à-dire donner un traitement empirique chez nos patients, et s'ils ne répondent pas à ce moment-là, on ira explorer. Donc, si vous voulez, les 4 stratégies sont envisageables. Je vais commencer d'abord par la première, c'est-à-dire faire une endoscopie. Donc, c'est vrai qu'elle permet de retrouver, ça reste quand même un examen qui est invasif, il faut qu'il soit disponible. Donc, dans un tiers des cas, ça permet de mettre en évidence un ulcère gastro-duodénal, une désosophagites, un cancer ou des lésions non spécifiques. L'intérêt aussi de l'endoscopie gastro-duodénale, c'est que bien sûr, elle permet de réaliser des biopsies à la recherche, bien sûr, de l'Helicobacter pylori. Et le plus souvent, vous avez vu tout à l'heure, on avait toujours parlé il faut prendre en charge le contexte psychologique. Le malade, il est inquiet. Donc, il faut, au fait, quand on fait une endoscopie, c'est vrai que c'est un examen qui est gênant, mais des fois, ça rassure le patient, voire même le médecin. Donc, c'est là, si vous voulez, je vous ai mis, donc c'est faire une endoscopie, ce n'est pas faux.
Et vous avez vu quel est l'intérêt de cette dernière, parce qu'elle pourra automatiquement donc voir des lésions, vous pouvez faire des biopsies, faire à la recherche de l'HP, et surtout, le plus souvent, on est amené en pratique, c'est le malade qui s'inquiète. Et même lui donner un traitement comme ça de façon empirique, il a l'impression comme si on le prenait pas en considération et qu'on l'écoutait pas suffisamment. Alors la deuxième, si vous voulez, stratégie, c'est-à-dire c'est tester puis traiter. C'est quoi tester puis traiter? Donc, ça veut dire que cette dernière on va d'abord rechercher l'Helicobacter pylori et l'éradiquer s'il est présent. L'avantage de si vous voulez, cette stratégie, c'est qu'elle n'est pas invasif, donc le coût est inférieur à celui d'une endoscopie digestive. Bien sûr, il permet de prévenir le cancer de l'estomac, permet de guérir la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Et il est surtout efficace quand c'est des dyspepsies pseudo-ulcéreuses. Quant à la troisième stratégie, tester puis endoscoper, c'est-à-dire rechercher d'abord l'Helicobacter pylori par un test non invasif, c'est-à-dire que ça ne soit pas par le breath test ou des sérologies, et vous allez faire une fibroscopie chez tous les patients qui sont HP+. Cette traite est traitée uniquement dans les patients dont les lésions justifient une éradication de façon indiscutable. Ça reste quand même, bien sûr, cette dernière, bien sûr, sa stratégie, elle est coûteuse parce que là, vous recherchez l'HP, donc vous devez encore faire une fibro chez tous les patients qui sont HP+. Donc, cette technique n'est plus indiquée. Donc, j'ai préféré juste vous la proposer pour que vous sachiez c'est quoi tester puis réaliser une endoscopie. Et enfin, la dernière stratégie consiste à traiter de façon médicale, de façon empirique, c'est-à-dire sans réaliser d'exploration. Donc, il n'y a pas d'exploration dès la première consultation. Et bien sûr, on traitera selon le symptôme dominant. Il a des douleurs épigastriques, vous allez vers les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire du Mopral ou des anti-H2. Si vous avez un syndrome de détresse postprandiale, donc, je vais donner plutôt, c'est plutôt des troubles des dyspepsies, ce qu'on appelle par dysmotilité. Il y a un trouble de la motricité. Je vais aller plutôt vers des prokinétiques. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait souvent l'association des deux, qu'on ne pouvait pas faire la part des choses, les deux pouvaient être associés. À ce moment-là, on associe les deux. Et j'évalue mon malade au bout de 6 semaines. Si je vois qui n'a pas répondu ou il y a une aggravation des symptômes, à ce moment-là, je vais vers une exploration endoscopique. Maintenant, qu'en est-il? On avait vu ensemble les stratégies diagnostiques devant bien sûr la dyspepsie. Donc, si on devait retenir donc les plus précoces, c'est soit de faire une endoscopie de façon, de façon systématique. Deuxièmement, si vous voulez, c'était de tester et puis traiter. Et on avait vu que la troisième alternative, généralement, elle était abandonnée. Et enfin, il y avait aussi ce qui était possible, c'est de traiter de façon empirique, mais toujours en gardant à l'esprit que c'est des patients qui doivent être surveillés. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est oui, exactement, on va voir ensuite le traitement. C'est un traitement qui est purement symptomatique. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure dans le premier tableau que quand vous avez, on va traiter le symptôme qui domine. Vous avez des épigastralgies, ça va être ça. Si c'est des troubles de la motricité, donc c'est les prokinétiques. Mais souvent, il y a l'intrication des deux symptômes. Donc là, ça sera, comme vous l'avez bien dit, c'est un traitement qui est purement symptomatique. Au fait, c'est ce qui est important, c'est ce que je dis, on va voir maintenant. C'est-à-dire, c'est d'éliminer un problème organique. C'est-à-dire d'être rassuré, de vous rassurer, de rassurer bien sûr votre patient et de laisser une pathologie organique évoluer, notamment une néoplasie. Alors, les diagnostics différentiels. Les dyspepsies d'abord organiques. Donc là, bien sûr, ça peut être le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Et là, vous avez aussi la maladie ulcéreuse gastro-duodénale et vous avez vu qu'elle peut simuler le même tableau clinique, la néoplasie gastrique.
Et là, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut voir tout le patient, c'est-à-dire tout le contexte, notamment les antécédents du patient. À l'anamnèse, je rechercherai des signes, bien sûr, d'alarme et l'examen clinique qui est un élément important. Donc, pas de masse, pas d'adénopathie. Donc, c'est pour ça que je dois pas, c'est vrai que je l'interroge, mais je dois faire un bon examen clinique afin donc d'évaluer le retentissement et voir s'il n'y a pas de masse, s'il n'y a pas d'adénopathie, d'hépatomégalie. Donc ça, ce sont bien sûr des éléments qui doivent craindre l'organicité. C'est-à-dire, mon message, c'est que devant une dyspepsie fonctionnelle, vous n'allez pas avoir d'hépatomégalie, d'adénopathie. Donc c'est une pathologie qui est purement fonctionnelle. À côté, bien sûr, on avait vu donc dans les dyspepsies organiques, donc je vous ai cité les principales. Vous avez aussi dans les dyspepsies qui peuvent être secondaires à une pathologie fonctionnelle. Donc elles restent toujours fonctionnelles. Mais au fait, c'est pas une anomalie au niveau de la motricité gastrique. Si vous voulez, ce sont des troubles fonctionnels qui sont secondaires à une autre pathologie. Exemple, un diabète. Donc, c'est-à-dire que là, c'est pas une anomalie au niveau de la vidange, de la motricité. Donc, c'est vraiment en dehors du problème digestif. Donc là, je commence par là, une pathologie assez fréquente, c'est le diabète. Chez le diabétique, donc souvent, les syndromes dyspeptiques sont présents dans 30 à 70% des patients diabétiques. Et souvent, il y a là aussi des anomalies de la vidange gastrique chez les patients, et ce qu'on appelle il y a la gastroparésie. Le diagnostic, bien sûr, reposera sur l'interrogatoire, l'histoire clinique, la glycémie et bien sûr ces signes cliniques. Et souvent, bien sûr, il y a tout un contexte, c'est-à-dire il y a tout un tableau de polyneuropathie fréquente qu'on retrouve bien sûr chez le diabétique. À côté du diabète, moins fréquent, vous avez la sclérodermie, les amyloses, vous avez des infections virales, je vous en avais vu, si vous voulez, les autres pathologies fonctionnelles à côté du diabète, il y avait la sclérodermie, l'amylose, il y a aussi des fois, bien sûr, certaines insuffisances coronariennes. Il y a aussi l'IDM, donc tout ça, un angor, un infarctus, bien sûr, peut aussi simuler, le patient, il peut avoir, bien sûr, des troubles dyspeptiques. Donc, c'est pour cela que quand vous avez, si vous voulez, il faut voir le malade en sa totalité. Et donc, là aussi, n'hésitez pas, mais exemple, si vous avez devant des antécédents d'un patient qui est suivi pour un problème cardiaque, donc là, c'est pas faux avant de dire que c'est probablement une dyspepsie fonctionnelle, donc faites quand même un ECG, une écho-cœur, donc vous allez bien sûr rien perdre. Au contraire, je vous ai dit, vous allez vous rassurer et rassurer bien sûr votre patient. Enfin, on arrive cette fois-ci au traitement. Les buts, donc c'est un traitement, comme vient de le dire un de vos camarades, c'est un traitement qui est au fait purement symptomatique. Il permet d'améliorer les symptômes, bien sûr, et il va permettre aussi une vie socio-professionnelle et personnelle aussi normale que possible. Les principes généraux, ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait déjà ce sont des patients qui sont assez particuliers sur le plan psychologique. Il faut essayer d'avoir cette confiance. Il faut qu'il y ait cette bonne relation médecin-malade et bien sûr rassurer votre patient. Ce qu'il faut pas faire, il faut pas bien sûr multiplier les explorations sans que vous ayez une orientation et ne pas laisser le patient déborder bien sûr sur vous. Donc, il faut toujours qu'il y ait cette limite et donc c'est vous qui devez contrôler la situation. Les armes, bien sûr, on commence toujours par les règles hygiéno-diététiques. Donc, ça repose sur quoi? Donc, fractionner les repas, manger à des heures régulières et dans le calme, une alimentation, si c'est possible, équilibrée, éviter le stress et enfin, une activité sportive. Les traitements, donc là vous voyez qu'il y a plusieurs traitements qui auront comme objectif, ils vont se baser sur les bases physiopathologies de la dyspepsie.
Donc, il y a les antiacides et les antisécrétoires, des pansements gastriques, des antiflatulents. Enfin, vous avez aussi des médicaments qui vont dans l'hypersécrétion faite de gaz. C'est à titre de quoi? Exemple, c'est comme les charbons, c'est de l'acticarbine. Donc, ça va, et même on peut prescrire avec du débridate. Au fait, ça va agir sur les histoires de ballonnement, surtout cette sensation de ballonnement, de lourdeur. Et je vous ai dit que souvent, on a l'association des deux, c'est-à-dire une flatulence. Il y a une anomalie au niveau de la fermentation. Et donc, on se sent, si vous voulez, plutôt ballonné, surtout au niveau épigastrique. Donc, c'est ce que veut dire, bien sûr, ce mot-là, où on va agir. OK? Donc, prochaine diapo, la suivante. Les prokinétiques, donc je vois ici, donc je réponds de façon, donc traitement symptomatique, j'ai répondu. S'il vous plaît, est-ce que le tableau est à retenir? Non, le tableau n'est pas à retenir, mais juste, c'est-à-dire que j'aimerais bien que, à votre niveau, quand on parle de inhibiteurs de la pompe à protons, vous savez, exemple, c'est l'oméprazole, des antihistaminiques ou des anti-H2. Vous allez voir, exemple, parce que déjà, c'est des médicaments que vous allez voir dans la maladie ulcéreuse. Donc, quand je vous dis antihistaminique, anti-H2, donc vous connaissez un petit peu, c'est de la ranitidine. Vous allez voir aussi comme les prokinétiques, là, c'est-à-dire, c'est juste, je sais qu'un prokinétique, ça veut dire que c'est un médicament qui va agir sur la motricité. C'est tout. Mais connaître les médicaments, en plus, vous allez voir ça aussi bien dans la maladie ulcéreuse, également dans le reflux. Mais moi, j'aime bien que vous connaissez chaque médicament, c'est-à-dire sans pas le connaître, le médicament, le truc pharmaceutique et tout ça, quand vous les pratiquez, mais il faudrait surtout savoir, c'est-à-dire un inhibiteur, des antihistaminiques, donc ça agit au niveau pour inhiber la sécrétion gastrique acide, les prokinétiques, donc c'est là pour la motricité, et enfin des protecteurs gastriques. Mais vous n'êtes pas vraiment, voilà. Les prokinétiques gastriques, j'ai vu, quelqu'un m'a demandé, c'est pour augmenter la cinétique. Oui, la cinétique ou la motricité, c'est pour aider à la vidange. D'accord? À côté de ça, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le soutien. C'est un soutien psychologique, c'est-à-dire la psychothérapie. Donc, il faut, même dans des centres spécialisés, donc écouter le malade, un soutien comportemental, c'est très important. Des fois, c'est plus efficace que des médicaments. Donc là, les antidépresseurs, généralement, on les donne, c'est généralement des… Attendez, je vois les prokinétiques, c'est pour augmenter la cinétique, contraiter. Oui, vous êtes trop rapide. Donc, on verra quand est-ce qu'on va… Au fait, je vais vous répondre pour ne pas oublier cette remarque. Au fait, vous allez traiter tous les patients, c'est-à-dire tout mal, parce que c'est un patient qui se plaint. Donc, pour lui, s'il vient vous voir et vous allez lui dire, c'est normal, il va plus revenir chez vous. D'accord? Donc, s'il a des douleurs épigastriques, donnez des antisécrétoires, des inhibiteurs de la pompe à protons. Vous voyez que c'est plutôt des troubles de la motricité, c'est sa sensation de lourdeur, de satiété, il se vide pas. Donc, allez-y vers des prokinétiques, les associer tous les deux. Donc, au fait, on doit écouter le patient et bien sûr, essayer de régler sa plainte parce que c'est ça, si vous voulez, si lui vous a fait confiance et il est venu chez vous, c'est que pour le soulager, c'est-à-dire ce sont des symptômes c'est pas juste occasionnel, c'est des symptômes qui se répètent et donc automatiquement ça a un retentissement sur sa vie, aussi bien personnelle, professionnelle, il doit s'absenter, voilà. Donc tous ces éléments-là, vous devez les prendre. Donc il faut prendre tout le patient, aussi bien ses symptômes et tout ceci, bien sûr, essayer de l'encadrer avec un soutien psychologique très important parce que c'est des patients qui sont souvent très anxieux. D'accord? Et donc, s'il vient chez vous et il sort sans aucune ordonnance, automatiquement, il ne va pas vous faire une bonne publicité.
Oui, alors là, l'autre question, c'est est-ce que la dyspepsie est considérée comme une complication? Et très bonne question. Voilà, exactement. Ça fait partie des complications diabétiques, c'est-à-dire c'est comme la neuropathie diabétique. Donc, il y a une anomalie à ce niveau-là. Ça reste effectivement une complication. Voilà. Donc, on m'a demandé, voilà, pourquoi on donne des antidépresseurs. Donc, nous avions dit qu'il y a souvent un facteur psychologique et il y a un terrain d'anxiété très important. C'est pour cela qu'on les donne, mais généralement, on les donne bien sûr on les donne généralement à faible dose. Hein. On les donne pas à des grandes doses. C'est généralement faible dose et courte durée. Et il semblerait que ça donne de bons résultats chez ces patients-là. Le Motilium, oui, est toujours commercialisé. Alors, ce qui n'est pas commercialisé, pardon, c'est ce qui a été retiré. C'était surtout, peut-être que vous avez un petit peu, c'est le cisapride. Le cisapride aussi, c'est un prokinétique qui n'est plus, qui a été retiré du marché en raison des troubles cardiaques qui pouvaient engendrer. Mais le Motilium existe toujours. Bon, des fois, il y a des petites pénuries, mais ça existe toujours. Bon, je l'ai prescrit il y a dans la semaine. OK. Les antidépresseurs, c'est bien sûr de l'aroxy. Donc, je vous ai dit faible dose. Et bien sûr, mais je vous ai dit, il faut savoir quand est-ce que bien sûr le prescrire et faible dose et courte durée. D'accord? Maintenant, dans les perspectives thérapeutiques, ce qu'on n'utilise pas nous, donc c'est surtout les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc ça rentre dans la physiopathie de la maladie. Donc elle permet une meilleure tolérance, avec une efficacité théorique neuromodulatrice. Vous allez me dire peut-être comment elles vont agir. Donc elles vont agir sur la neuromodulation du tube digestif, permettant ainsi, Alors les médicaments qu'il y a, c'est le Zoloft ou le Deroxate. Vous avez aussi, ça c'est aussi un petit peu, on les utilise pas tous sincèrement. Hein. Moi je les ai vus beaucoup plus en chimiothérapie néoplasique qu'en traitement symptomatique. Je n'ai pas eu à les prescrire vraiment. Ça on les garde à des patients qui ne répondent pas au traitement classique. C'est-à-dire au fait ce qu'il faut retenir, c'est que les traitements classiques, c'est les règles hygiéno-diététiques qu'il faut pas bien sûr oublier. C'est antisécrétoire, antiacide, prokinétique, le soutien psychologique. On peut associer, je vous ai dit, en fonction du contexte des antidépresseurs, ça peut donner. Maintenant, comme autre alternative, s'il n'y a vraiment pas de réponse, donc on va aller encore beaucoup plus loin, on va aller à ce qu'on appelle les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Vous avez aussi les agonistes du 5-HT3. Donc c'est ce qu'on appelle généralement C-tran. Généralement ces traitements, si vous voulez, sont indiqués beaucoup plus ils ne sont pas disponibles en Algérie. Donc c'est vraiment juste, il faut savoir qu'on peut également les indiquer. Quel est le lien? Vous attendez après. Donc, le lien avec l'intestin irritable, je répondrai plus tard à cette question. Le traitement de la dyspepsie est un traitement symptomatique. Très bien. Vous avez dit, est-ce qu'elle s'accompagne de signes? Vous parlez de la dyspepsie. Est-ce qu'elle s'accompagne de signes d'inflammation? Mais là, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez dire sur le plan biologique? Non, sur le plan biologique, tout est normal. Maintenant, au fait, quand j'ai parlé tout à l'heure, peut-être que vous avez un petit peu mélangé les choses, c'est dans la physiopathe. Je vous ai dit qu'ils ont remarqué sur le plan physiopathique, c'était multifactoriel et vous avez vu qu'il y avait un côté où il parlait le rôle des cytokines, de l'inflammation, notamment le rôle de l'Helicobacter pylori. Voilà. Mais au fait, inflammation pure comme ça, vous n'allez pas avoir une CRP positive ou non, pas du tout, non. Je répondrai à la fin en ce qui concerne l'intestin, aux autres questions, ok? Là, bien sûr, vous avez cet algorithme qui résume parfaitement ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que devant toute dyspepsie, recherchez des facteurs de gravité. Ces derniers sont présents. J'explore une endoscopie gastro-duodénale. Maintenant, il n'y a pas de facteur de gravité, on parlait tout à l'heure de signe d'alarme, hein, on est bien d'accord. Là, on fait un test, bien sûr. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait gardé soit faire un test non invasif de l'HP,
c'est-à-dire on ne va pas faire une endoscopie et le test non invasif donc on recherchera l'hélicobactère soit par le BRID test ou des sérologies. Ce dernier est négatif, donc pas d'éradication. Je surveille voilà mon patient. Si vous avez l'HP cette fois-ci, il y a pas si l'HP est pardon, je me suis trompée, c'est que si l'HP est positif, donc vous allez vers l'éradication de l'HP, le malade se sent mieux. Si vous voyez que le malade ne s'améliore pas malgré votre éradication de l'HP, à ce moment-là, il faut bien sûr explorer. Donc, je vous fais juste une petite remarque, c'est que là, c'est HP+, ce qui est plutôt vers la droite. Maintenant, le deuxième cas de figure, si le patient, il est HP-, donc là, bien sûr, c'est un traitement symptomatique. Il va mieux, ok. Il va pas mieux, il se plaint toujours, donc j'explore encore. Donc, ce qu'il faudrait, en conclusion, bien sûr, ce qu'il faudrait retenir, c'est-à-dire quels sont les points forts de cette question. C'est une pathologie fréquente. Voilà, c'est un motif de consultation fréquent. C'est un diagnostic d'élimination. Il faut toujours éliminer un problème organique. La majorité des patients qui consultent par les troubles dyspeptiques n'ont pas de lésions organiques. Et bien sûr, alhamdoulilah, pour ça, la fibroscopie, bien sûr, est indiquée, surtout s'il y a des hauts risques de lésions organiques et s'il y a des signes d'alarme et également s'il y a une récidive après un traitement qui a été empirique donné, avec une bonne observance. C'est-à-dire, il y a un malade qui a bien pris son traitement et bien sûr, il revient vous voir. Donc là, bien sûr, il s'inquiète toujours, c'est-à-dire que votre traitement n'a pas été efficace. Là, bien sûr, quand même, il faut explorer votre patient. Et bien sûr, la meilleure connaissance de ces mécanismes physiopathologiques de la dyspepsie fonctionnelle vont permettre, bien sûr, voire dans le futur, d'améliorer la prise en charge de ces patients. Et je vous remercie. Donc maintenant, je vais essayer il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, en ce qui concerne le lien avec l'intestin irritable. C'est ça. Au fait, je vous ai dit que c'est des troubles fonctionnels. Ils peuvent être associés. Mais la dyspepsie, c'est des troubles fonctionnels qui, si on doit résumer, la dyspepsie, c'est des troubles fonctionnels qui touchent le tractus digestif supérieur. Par contre, la colopathie, c'est aussi un trouble fonctionnel qui touche plutôt tout ce qui est colique. Mais sur le plan, si vous voulez, impatient, le patient, il n'y a pas une dichotomie. Un patient est en mesure d'avoir des troubles dyspeptiques, donc se remettre au tractus, comme il peut avoir aussi un trouble fonctionnel associé. C'est pour cela que je vous ai dit, ce qu'on reprochait à la classification, c'est elle n'a pas inclus également l'intestin irritable, parce que lui aussi fait partie des troubles fonctionnels, mais qui ne sont, c'est uniquement sur le plan, si vous voulez, topographique. Voilà. Alors là, oui, est-ce que le gastrologue ou le généraliste a le droit de prescrire un antidépresseur? Oui, effectivement, on peut le prescrire. Au fait, c'est pas des antidépresseurs très forts. C'est vrai qu'en ce moment, ce qu'on donne généralement, c'est du Laroxyl, l'essentiel que ça, voilà, on peut prescrire un gastroentérologue ou un généraliste peut prescrire un antidépresseur. Voilà. Quant à l'éradication, bien sûr, de l'HP, vous allez la voir, voilà. Vous allez vraiment bien la voir. Je vais juste vous dire que l'éradication, comment on éradique, voilà, je vous réponds de façon globale, c'est-à-dire qu'on va associer un inhibiteur de la pompe à protons et on associe, donc ça c'est le schéma classique, on associe 2 antibiotiques, le plus souvent c'est le clamoxyl et le flagyl. Maintenant, si vous voulez, vous allez voir ça vraiment en large et en haut. Vous avez voilà, c'est ça vous allez associer au fait un antisécrétoire et vous allez associer 2 antibiotiques. Les antibiotiques sont pris juste sont pris uniquement pendant une semaine. Par contre, les antisécrétoires, ils sont quand même prescrits pendant au moins 1 mois. Donc voilà. Donc association, un antisécrétoire et bien sûr 2 antibiotiques. L'éradication se fait par les antibiotiques. Alors, on me dit l'éradication de l'hélicobactère se fait par les antibiotiques. Donc, voilà, j'ai répondu, je pense, j'ai dit que c'est l'association on doit agir sur la sécrétion gastrique, donc on doit donner un antisécrétoire avec des antibiotiques. Et vous allez avoir un cours sur ça, hein. Donc, ça, au fait, tu vas pas éradiquer, donc c'est mademoiselle Kenza, je pense, donc tu ne vas pas éradiquer le patient en donnant juste, c'est ça mon message, c'est-à-dire je vais pas éradiquer l'HP en donnant juste une antibiothérapie.
Non, je dois associer un antisécrétoire et 2 antibiotiques. Oui, alors pour Rania, donc Rania me demande une fibroscopie pour éliminer une lésion organique. Exact. Donc la fibroscopie est indiquée pour éliminer une lésion organique, mais je vous ai dit qu'il n'est pas faux donc vous avez un patient qui vient. S'il a des signes de gravité, l'endoscopie, c'est de façon systématique. Il n'a pas des signes de gravité. Ce n'est pas faux de donner un traitement symptomatique et voir avec une bonne observance du traitement et le voir après 6 semaines. Il va mieux, ok, il va pas bien, donc à ce moment-là, je fais une endoscopie. Mais si j'ai des signes de gravité, je ne dois pas commencer par un traitement symptomatique avant mon endoscopie. Comme aussi, si je vois que je suis devant un patient qui est très anxieux, donc même si j'ai pas de signe de gravité, il veut être rassuré, il a voilà, je fais bien sûr la fibroscopie. Et c'est le seul examen qui va éliminer l'organicité, bien sûr. Alors là, pour Aïda, voilà, pour l'éradication, et c'est le même principe, l'éradication de l'HP et le traitement de la maladie, oui, au fait, je vous ai dit, l'éradication antisécrétoire avec des antibiotiques, c'est la même chose. Voilà, ça fait partie du traitement de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale parce que le plus souvent, l'HP est associé, généralement dans 85% des cas, l'HP est présent et donc on associe de préférence toujours et surtout dans les pays où il y a une forte prévalence de l'Helicobacter pylori, comme en Algérie et tout. Donc, des fois, on peut aussi, voilà. Bon, là aussi, on me demande, voilà, c'est une question si intéressante. Donc, on me demande, est-ce qu'il y a des patients qui sont intolérants aux IPP? Donc, moi, dans ma pratique, donc, j'ai pas eu à gérer voilà, j'ai pas eu de patients qui ont eu donc des intolérances aux IPP. C'est des médicaments qui sont généralement, bien sûr, bien tolérés. Alors, Sheima, qu'est-ce qu'elle me dit? L'examen en première intention, est-ce que c'est l'endoscopie ou le dépistage de l'HP? Bon. Alors là, vous faites, voilà, si tu fais une endoscopie, ok. Je vous ai dit l'endoscopie, parce que bon, l'endoscopie, ce qui est bien en endoscopie, c'est que ça te permet aussi, parce que vous savez très bien que vous allez voir ça bien sûr, pour rechercher l'Helicobacter pylori, vous pouvez faire l'endoscopie et donc faire des biopsies. Vous allez faire des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements au niveau antral, au niveau de l'angulus et le fundus, à la recherche de l'HP. C'est-à-dire que l'HP, je peux le rechercher grâce à une endoscopie, mais pas une endoscopie, une biopsie endoscopie, c'est-à-dire je ne vais pas voir l'HP en faisant une endoscopie, d'accord? Maintenant, il y a des examens qui ne sont pas invasifs, c'est-à-dire que je ne vais pas faire, et tout ça, bien sûr, ça dépendra de la disponibilité. Je vais faire un dépistage par, généralement, des tests qui ne sont pas invasifs, tels que les sérologies ou bien sûr les bret tests. Mais bien sûr, il faut que, voilà, des bret tests, c'est les tests respiratoires. Mais il faudrait que ça aussi, ça soit bien sûr disponible, d'accord? Oui. Alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a levé la main ou voilà, un signe d'alarme? Oui, vous pouvez participer s'il vous plaît. Hein. Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Lilia, je t'écoute, ou Linda. Voilà, Lilia et Linda, je pense. Alors, sinon, vous écrivez, parce que là, voilà, j'aurais aimé vous entendre quand même aussi. Maintenant, qu'est-ce que voilà, au fait, vous m'avez pas laissé finir aussi. Donc, la personne qui m'avait demandé tout à l'heure par endoscopie, au fait, on peut le faire par endoscopie ou bien par les tests. C'est la même chose, sauf que ça dépend aussi de la disponibilité. Donc, voilà, il n'y a pas toujours des tests respiratoires, ils n'existent pas tout le temps. Donc, au fait, c'est plus simple, moi, je pense, chez nous, de faire surtout une fibro, faire des biopsies et l'envoyer à un anapathe, il va vous dire HP+ ou HP-. OK? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Sans signe d'alarme, on donne un traitement et on recherche, voilà, c'est-à-dire que, voilà, pardon, vous n'avez pas de signe d'alarme. On donne un traitement, oui, oui.
Alors, si vous n'avez pas de signe d'alarme, vous avez des troubles dyspeptiques, vous êtes en droit de donner un traitement empirique. C'est-à-dire que le traitement empirique, ça dépendra du symptôme qui domine. Des épigastralgies, des prokinétiques ou l'association des deux, ça dépend. Maintenant, vous voyez que malgré que vous avez donné un bon traitement, mais mon patient continue quand même à se plaindre, malgré qu'il ait eu une bonne observance. À ce moment-là, je dois un petit peu quand même m'inquiéter et recherche s'il n'y a pas sur ça aussi de l'HP. Donc là, à ce moment-là, je vais donc ça dépendra de la disponibilité, c'est-à-dire soit je vais faire ma fibroscopie et automatiquement je recherche mon HP s'il est positif, donc j'y associe une éradication parce que ça peut y être associé. Voilà. Il n'y a plus de questions, s'il vous plaît?